Bonjour à tous et bienvenue dans notre studio vidéo du groupe Nice Matin pour ce 15e numéro de Territoire Éco. Territoire Éco, vous le savez, c'est l'émission dédiée à l'économie azuréenne que nous réalisons chaque mois en partenariat avec la Tribune Côte d'Azur, nos estimés confrères, ainsi que l'UPE 06. Et pour m'accompagner, comme à chaque émission, j'ai le plaisir d'accueillir Karine Wenger, chef du service économie du groupe Nice Matin. Bonjour Karine. Bonjour Christian. Et Isabelle Ozias, rédactrice en chef de la Tribune Côte d'Azur. Bonjour Isabelle. Et bonjour Christian. Et pour débuter ce numéro 15 de Territoire Éco, vous en avez depuis longtemps maintenant l'habitude, place à la grande interview. À Monaco, la SBM, Société des Bains de Mer, est une véritable institution d'un casino fondé à la fin du 19e siècle par Charles III, qui souhaitait ainsi financer une large partie des dépenses publiques. La SBM, contrôlée à 65% par l'État monégasque, gère aujourd'hui de nombreux actifs dans l'hôtellerie de luxe et dans les loisirs. C'est aussi le plus gros employeur de la principauté. Stéphane Valéry, bonjour. Bonjour. Vous êtes depuis 18 mois le président délégué de la SBM, la Société des Bains de Mer à Monaco. Pourriez-vous nous dire, pour commencer brièvement, dans quel secteur évolue exactement votre groupe et quelles entités le composent ? Oui, écoutez, donc, comme vous l'avez dit, depuis 1863, donc c'est notre 161e année déjà, la SBM existe, elle est aujourd'hui, vous l'avez dit aussi, donc détenue en majorité par l'État monégasque à 65%, et depuis l'origine, elle détient le monopole des jeux. Donc c'est la société qui a créé les casinos de Monte-Carlo. Donc bien sûr, ça reste notre activité historique. Aujourd'hui, ça représente environ 30% du chiffre d'affaires du groupe, nos casinos à Monte-Carlo. On en a deux, le Grand Casino et puis le Casino du Café de Paris. Donc on a à la fois de nombreux jeux de table et puis bien sûr les appareils automatiques. Notre deuxième activité, elle s'est développée en parallèle car le fondateur de la SBM, François Blanc, disait qu'il fallait offrir le meilleur à nos clients et donc au-delà des jeux, il fallait bien sûr les héberger et les nourrir. Donc la SBM s'est développée très vite aussi sur l'hôtellerie et la restauration. Nous sommes aujourd'hui propriétaires de 4 hôtels, donc je crois qu'on peut le dire, les plus beaux palaces de la principauté, d'une trentaine de restaurants, d'une plage, notamment du Monte Carlo Beach, et puis d'activités de loisirs, vous l'avez dit, donc notamment les thermes marins de Monte Carlo. Voilà. Et puis depuis une vingtaine d'années, un troisième métier s'est ajouté à ces deux métiers d'origine, puisque nous sommes un des gros propriétaires fonciers de la principauté. Et mon prédécesseur, Jean-Louis Biamonti, il y a une vingtaine d'années, a compris que l'activité immobilière pouvait être effectivement extrêmement profitable et lucrative pour le groupe. Donc nous réalisons 50% sur l'hôtellerie-restauration et 20% désormais sur l'immobilier. Nous louons à peu près 130 biens de prestige, à la fois des appartements, résidences hôtelières, mais aussi des commerces de luxe et des bureaux, bien sûr, des bureaux de prestige. Alors, nous allons rentrer dans le détail de cet empire, de ce groupe en pleine expansion, et pourtant très ancien. Karine, Isabelle, c'est à vous. Stéphane Valéry, vous avez publié fin mai vos résultats financiers pour l'année 2023-2024 et ils sont excellents. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi vous attribuez cette réussite ? Oui, alors d'abord, c'est vrai qu'on a une activité qui n'est pas sur l'année civile, puisque l'exercice SBM, c'est du 1er avril au 31 mars, donc on parle là du 1er avril 23 au 31 mars 24. Nous sommes effectivement en progression de 6% sur notre chiffre d'affaires global, dans tous les 3 métiers dont je viens de vous parler, et notre revenu opérationnel a progressé de 74 à 76 millions. C'était déjà l'an passé le meilleur exercice de l'histoire, des 161 ans, donc on a fait encore un peu mieux cette année, et si on regarde le résultat consolidé, c'est encore mieux, puisque grâce à nos produits financiers, nous réalisons à peu près une centaine de millions de profits sur l'exercice. Écoutez, d'abord, on profite bien sûr de l'attractivité de la principauté. Monaco offre une sécurité inégalée. Nos établissements, nous essayons toujours de les mettre au meilleur niveau de l'excellence mondiale, et donc des attentes de nos clients qui sont des clients à haut pouvoir d'achat, qui ont des exigences très élevées. Je crois qu'on peut dire qu'on a des palaces exceptionnels. Récemment, vous savez que le guide Michelin a sorti également des étoiles désormais pour les hôtels. Et que nous avons donc notre hôtel de Paris qui fait partie de la vingtaine de palaces parmi les plus prestigieux sélectionnés donc par le guide Michelin.
Nous avons également l'hôtel Hermitage, qui est un très beau palace également de la fin du 19e siècle. Nous avons le Monte Carlo Beach, donc notre palace sur la mer, avec des plages et des piscines. Et puis le Monte Carlo Bay, qui est le plus récent, donc qui a été créé il y a un peu moins de 20 ans. Qui accueille notamment aussi beaucoup les groupes et les congrès. Voilà, on a, je pense, une marque parmi les plus prestigieuses du monde. Je regardais récemment un sondage aux États-Unis. Quand on demande aux Américains de citer 3 marques qui les font rêver parmi les plus prestigieuses, donc le casino de Monte Carlo figure toujours parmi les 3 marques citées, et bien sûr avec Las Vegas souvent par les Américains. Donc voilà, on détient là effectivement une attractivité aussi autour de la marque. Il s'est bâti une légende. Monte Carlo, c'est toute une légende de glamour, de prestige, de luxe, d'animation. On a une très forte activité aussi en entertainment, dont je n'ai pas parlé encore, puisqu'on organise notamment le Monte Carlo Summer Festival avec des stars internationales à la salle des étoiles du Sporting. Et tout au long de l'année, l'opéra et des concerts de prestige dans la salle Garnier, qui est une merveille donc de travail artisanal créé par l'architecte bien sûr très célèbre de l'Opéra de Paris, Charles Garnier. Et les 3 activités, c'est-à-dire l'hôtellerie-restauration, les jeux et l'immobilier, sont au même niveau, ou est-ce qu'il y a un secteur qui tire davantage votre chiffre d'affaires ? Alors les 3 ont progressé lors du dernier exercice en chiffre d'affaires. Je vous ai donné tout à l'heure les proportions, c'est à peu près 50% pour l'hôtellerie-restauration, 30% pour les jeux et 20% pour l'immobilier. Mais il y a un secteur qui est extrêmement rentable et profitable, c'est l'immobilier. Monaco, donc justement, a un petit territoire, mais qui est très demandé, qui attire une clientèle internationale, donc du monde entier. Et donc forcément, la demande est forte et l'offre est petite. Donc les prix sont très élevés. Je crois que Monaco fait partie des villes du monde où le mètre carré est le plus cher. Donc l'activité immobilière est très profitable, d'autant plus qu'elle exige très peu de salariés. Nous avons environ 5000 salariés l'été dans le groupe. À peine 70 travaillent dans l'immobilier pour, je vous l'ai dit, 20% du chiffre d'affaires. Donc vous voyez, la proportion est très profitable, le rendement est très élevé. C'est la place qu'occupe maintenant l'immobilier qui a un petit peu remplacé votre communication, votre image sur les jeux, qui était quelque chose de symptomatique de la SBM fut un temps, et qui est peut-être un peu moins prégnante actuellement. Alors oui et non, on a 1200 personnes qui travaillent dans les casinos. Je disais tout à l'heure que c'est quand même l'ADN de la SBM, c'est notre activité historique et le cœur de notre métier, ça reste les casinos qui ont aussi un rôle social très important à Monaco, puisque c'est là que travaillent environ 500 salariés de nationalité monégasque avec des emplois très bien rémunérés. Donc c'est aussi le rôle social de la SBM, qui a un modèle social avancé. D'ailleurs, je suis très heureux de pouvoir vous dire que nous n'avons pas de problème de recrutement, alors que je sais que dans l'hôtellerie et la restauration notamment, c'est compliqué. Mais la SBM paye... C'est dû à quoi, oui, au niveau élevé de salaire? Oui, c'est d'abord le modèle social, j'en suis persuadé, puisque nous avons un 13e mois, nous avons une évolution tous les 3 mois des salaires sur l'inflation. Vous vous rendez compte, en période de forte inflation, l'avantage que cela représente. Nous avons une prime d'intéressement, et comme nous sommes profitables, donc l'année dernière, elle a été par exemple de 2000 € par salarié. Nous avons une prime Grand Prix, nous avons des primes de transport. Et le logement? Nous avons un fonds social incroyable. Pour loger vos salariés? Et alors, voilà, alors l'été, justement, le problème, je sais, de recrutement porte essentiellement sur les saisonniers, sur la Côte d'Azur. Nous avons un patrimoine immobilier, nous avons environ 330 lits, et donc que nous possédons ou nous louons, et donc nous logeons une bonne partie de nos saisonniers, puisqu'il y a à peu près 1 millier de saisonniers, et on peut en loger, voyez-vous, à peu près un tiers. Ça fait rêver. Vous avez à peine dévoilé vos résultats pour 2023-2024, et je vais déjà vous demander de vous projeter sur 2025. Est-ce que vous attendez une année aussi belle et exceptionnelle pour 2025? Alors nous l'espérons, bien sûr, nous l'espérons, mais dans nos 3 activités, il y en a une qui est très aléatoire, ce sont les jeux. Donc les casinos sont des jeux extrêmement honnêtes où les clients ont beaucoup de chances aussi de gagner. Et donc on voit très bien que l'aléa peut varier énormément. Donc il y a toujours une part aléatoire du résultat. Donc qui fait qu'avec cette activité qui représente 30%, je l'ai dit, du chiffre d'affaires, on n'est jamais certain à l'avance de nos prévisions. Mais oui, nous avons un budget prévisionnel qui prévoit de faire aussi bien que l'an passé. 30%, c'est sur les jeux dans vos casinos. Je sais que vous aviez des ambitions assez marquées sur les jeux en ligne.
Ce chiffre de 30% du chiffre d'affaires, c'est du physique ou Pour l'instant, nous n'avons que 2 casinos en physique. Hein, donc, comme disait l'anglais, en land casino, il n'y a pas de jeux en ligne. Vous savez que la France n'a pas autorisé les casinos en ligne et la principauté non plus. Donc, nous n'avons pas le droit aujourd'hui. C'est pas un axe de développement pour vous? Si, tout à fait, ça le serait. Si un jour la législation le permettait. C'est clair que notre marque Casino de Monte-Carlo, je le disais tout à l'heure, est une des plus prestigieuses du monde dans le domaine des jeux, qu'elle est porteuse d'attractivité et d'un gros potentiel, mais nous la développerons le jour où la législation monégasque et la législation française, qui sont souvent en harmonie, autoriseront officiellement les jeux en ligne, les casinos en ligne. Pour autant, vous avez développé d'autres synergies sur des bateaux, je crois. Oui, alors effectivement, dans ma feuille de route, donc vous disiez que je suis le président délégué depuis 18 mois effectivement de cette belle maison, donc il y a le développement international de notre groupe. On a une marque mondialement connue et pour le moment, la SBM ne s'était pas développée en dehors du territoire de la principauté. Donc, une de mes priorités, c'est de développer nos activités à l'international. Nous avons, depuis 18 mois, acheté le plus bel emplacement de la plus belle station de ski d'Europe à Courchevel, 1850. C'est un hôtel qui a été créé dans les années 60, qui est vraiment dans le jardin alpin, pour ceux qui connaissent Courchevel, face à la forêt, qui a tous les autres palaces dans le dos. Donc, nous sommes le premier établissement sur la forêt, ski in, ski out. Mais cet établissement a 30 ans d'ancienneté, n'a pas été rénové en tout cas depuis 30 ans, et donc nous sommes en train, avec le grand cabinet d'architectes Herzog et de Meuron, de réputation mondiale, de refaire complètement cet hôtel. Nous allons le rouvrir sans doute à l'hiver 2026-2027. Ça sera, je l'espère, et c'est notre objectif, un des plus beaux palaces des Alpes, avec un spa incroyable et une décoration extraordinaire. Donc l'hôtellerie. Nous avons signé une joint venture à Dubaï avec un groupe international de restaurants de luxe, Dream International, qui est propriétaire de marques comme Zuma, comme Amazonico, comme Koya, comme Nusret. Et ensemble, 50-50, donc en partenariat, nous développons une nouvelle marque de restaurants qui sera donc autour du thème de Monte-Carlo, de la gastronomie de la Côte d'Azur et de l'image de Monte-Carlo. Et nous ouvrirons notre premier restaurant ensemble à Dubaï à l'automne 2025. Et vous le disiez, nous ne négligeons pas les jeux. Donc nous venons de signer, c'est tout récent, c'était la semaine dernière, un accord avec une compagnie de croisière mondialement connue et qui a de très haut prestige, de très grand prestige, qui s'appelle Crystal Cruises. Nous aurons donc dès l'automne 2 casinos à bord de leurs 2 nouveaux bateaux de prestige. Donc lancement à l'automne de casinos sur la mer, c'est assez sympathique, je trouve. La Société des bains de mer va développer les jeux sur la mer, donc, avec la compagnie de croisière. Est-ce que vous avez d'autres projets de développement, parce qu'on a beaucoup parlé de l'étranger, mais de développement dans l'hôtellerie, la restauration à Monaco, en principauté? Oui, parce que notre ADN, nous sommes d'abord une société monégasque. Bien sûr, on a contribué à créer la légende de Monte-Carlo. D'ailleurs, le slogan, la marque employeur, c'est « We are Monte-Carlo ». Et donc, bien sûr, le territoire de la principauté reste pour nous la priorité absolue, puisque l'État de Monaco est notre actionnaire principal. Nous avons donc aujourd'hui tous nos salariés encore. Nous sommes le premier employeur en principauté avec les 5000 salariés dont je parlais tout à l'heure l'été. Oui, nous avons beaucoup d'innovations sur le territoire de Monaco. Pour rester attractif, il faut sans cesse se remettre en cause. Nous avons achevé la rénovation, la restructuration de la place du Casino, qui est une des places les plus célèbres du monde. Avec le Casino de Monte-Carlo, avec l'Hôtel de Paris, qui a été entièrement rénové en 2019. Et nous venons d'achever la rénovation du bâtiment, Casino Café de Paris. Donc, un nouveau café de Paris totalement refait à neuf. C'est une brasserie française style 19e siècle. Nous venons d'ouvrir Amazonico Monte-Carlo, donc en rooftop au-dessus du café de Paris. Nous avons aussi investi beaucoup dans un nouveau restaurant de Marcel Ravin, qui est notre chef étoilé, 2 étoiles. Donc le restaurant s'appelle le Blue Bay, donc qu'on a complètement rénové. Nous avons ouvert un nouveau type de restaurant aussi au beach, donc le Maona, qui est un restaurant festif de cuisine méditerranéenne. Et nous sommes en train aussi de lancer la rénovation de 2 de nos hôtels,
car si nous voulons conserver la clientèle internationale de très haut niveau qui est la nôtre, on doit sans arrêt innover et rénover nos hôtels et maintenir au meilleur niveau des standards internationaux. Les standards évoluent toujours. Voilà, nous lançons à l'automne la rénovation de l'hôtel Hermitage et du Monte Carlo B, et on va le faire par tranche, car on ne veut pas bien sûr perturber l'activité annuelle de nos hôtels. Donc ça sera l'automne et l'hiver que des tranches limitées de chambres seront rénovées sur 4 ou 5 ans. Plus Courchevel. Courchevel, pour l'instant, est fermé, puisque là, il faut complètement vraiment refaire ce qui s'appelait le Palace des Neiges, pour ceux qui connaissent Courchevel, mais qui est totalement refait, donc qui va être complètement restructuré. Il changera de nom, car forcément, nous mettrons du Monte Carlo quand nous allons nous développer à l'international. Combien de chambres dans ce palace Actuellement, il a environ 80 clés, mais la clientèle de haut niveau réclame de plus en plus de surface importante. Donc on aura plus de suites qu'actuellement et des chambres plus grandes qu'elles le sont aujourd'hui. Donc je pense qu'à la fin, on aura une 50aine de clés, mais de prestige. Très haut niveau. Le but, je pense, c'est de ramener votre clientèle monégasque estivale sur une destination hiver. Oui, on a une clientèle fidèle qui vient toute l'année. Alors d'abord, bien sûr, des résidents de la Principauté, mais aussi une clientèle internationale qui vient dans nos établissements depuis de nombreuses années à Monte Carlo. Notre but est qu'elle nous suive, bien sûr, là où on va aller à l'international. Mais c'est aussi parce qu'on ne va pas n'importe où. On a choisi 10 ou 20 destinations qui pourraient être intéressantes pour nous. Ces destinations sont là où se trouve justement cette clientèle à très haut pouvoir d'achat qui est la nôtre. Courchevel en est une. Donc Dubaï en est une autre, je vous ai cité tout à l'heure Dubaï, mais bien sûr Saint-Barth, Saint-Tropez, Miami par exemple, sont des resorts où on pourrait un jour aussi se développer, parce que nous avons là-bas une clientèle que nous pouvons attirer mais qui n'est pas encore venue pour l'instant à Monaco. Vous parliez tout à l'heure des attentes de vos clients aisés. Est-ce qu'ils attendent aussi de vous un certain respect de tout ce qui est réglementation RSE, d'économie durable, etc. Oui, ça devient effectivement une attente très importante, aussi d'ailleurs pour l'image d'une grande société. Nous sommes, vous savez, cotés à la Bourse de Paris, et il est très important que nous soyons exemplaires dans le pays du Prince Albert II, qui est un des chefs d'État les plus engagés depuis le plus longtemps dans la lutte pour le développement durable de la planète. Donc on se doit d'être exemplaire. Donc dès que je suis arrivé à la présidence de la SBM, j'ai nommé la secrétaire générale, qui est la numéro 3, donc qui est bien sûr au comité exécutif avec moi, responsable justement de la responsabilité sociétale de l'entreprise, la fameuse RSE. Alors il y a le développement durable. Savez-vous, par exemple, nous produisons 100% de l'énergie que nous consommons pour les chauffages et pour la climatisation, parce que nous sommes une entreprise d'avant-garde en matière de thalassothermie. C'est-à-dire, nous allons chercher dans le port de Monaco l'eau, et nous utilisons donc la différence de température de l'eau pour produire de l'énergie. Donc nous sommes à 100% autonomes. Nous avons aussi beaucoup d'installations solaires sur les toits de nos hôtels. Nous produisons une partie aussi par les cellules photovoltaïques. Nous produisons une petite partie de nos légumes nous-mêmes en circuit fermé, et nous sommes à la recherche d'un grand terrain agricole autour de Monaco pour passer à des proportions beaucoup plus importantes d'agriculture biologique produite par nous-mêmes en circuit court. Voilà, puis notre flotte est de plus en plus non polluante, donc nous continuons avec Madame Cotta, notre secrétaire générale, à mettre cette RSE vraiment dans les priorités de l'entreprise. Vous l'avez trouvé ce terrain, ou il est toujours en attente ? Je pense qu'on l'a trouvé, mais rien n'est signé, donc il sera tout prêt sur les collines autour de la Principauté. Ouais. Vous parliez tout à l'heure des jeux, du secteur des jeux, et vous disiez que vous n'avez pas besoin de recruter. En revanche, est-ce que la formation est un problème pour vous, parce qu'il n'y a pas de formation pour ce secteur-là? Oui, alors, vous savez qu'on a 130 métiers à la SBM. Alors bien sûr, l'hôtellerie, la restauration, les jeux, mais nous avons les jardiniers, nous avons des menuisiers, nous avons bien sûr les informaticiens, les techniciens, etc. Donc dans nos principales activités, nous formons nous-mêmes nos personnels. Nous avons une école des jeux qui est, je crois, une des les plus renommées d'Europe, voire du monde, et nous formons nous-mêmes par exemple nos croupiers. On vient de gagner, donc ça me fait plaisir de vous le dire, donc une croupière du casino de Monte Carlo vient d'être désignée en Hollande championne d'Europe des casinos.
Donc voilà, nous assurons nous-mêmes la formation. Pour l'hôtellerie et la restauration, on s'appuie beaucoup sur les écoles, bien sûr, de professionnels. On a un partenariat avec les écoles suisses, notamment avec l'école hôtelière de Lausanne. Et nous sommes en train de créer ce que nous allons appeler la SBM Academy, puisque nous sommes dans notre siège en train de surélever l'immeuble, et il y aura un étage donc, qui va être consacré justement à la formation continue, aussi dans les métiers de la restauration et de l'hôtellerie. Donc nous avons bien compris combien c'est important d'assurer la meilleure formation à nos personnels, et une formation continue aussi tout au long de leur carrière. Comment se présente votre saison 2024 estivale, entre les Jeux Olympiques en France, le contexte politico-politicien Est-ce que vous avez des frémissements, des attentes? Oui, non, l'été se présente bien à Monte-Carlo. On a un retour important de la clientèle américaine, qui est une excellente clientèle qui, par jour, dépense beaucoup d'argent, beaucoup plus que d'autres nationalités. Nous avons depuis maintenant 1 an ou 2 un restaurant libanais très connu, donc, qui est le meilleur restaurant de Beyrouth, M. Sherif, qui est là avec nous 6 mois par an, donc désormais à l'hôtel de Paris. Et on a vraiment beaucoup développé la clientèle du Moyen-Orient, donc des Émirats, et en général du Moyen-Orient, d'Arabie Saoudite, du Qatar. Donc cette clientèle est aussi une clientèle exceptionnelle au niveau du pouvoir d'achat. Je crois qu'ils sont aussi très attirés par la sécurité, j'en parlais tout à l'heure, mais nous avons, vous savez, 600 policiers pour une ville donc, de 40 000 habitants et de 2 km². Donc je crois que c'est l'équivalent d'une très grande ville française, de centaines de milliers d'habitants au niveau des effectifs de police. Nous avons un système de vidéosurveillance exceptionnel, sans doute un des meilleurs d'Europe, voire du monde. Et donc ce haut niveau de sécurité fait que cette clientèle a trop pouvoir d'achat, qui malheureusement rencontre des problèmes dans d'autres destinations en Europe, est de plus en plus attirée par Monaco. Donc l'été se présente bien avec un bémol, le climat. Vous savez, nous avons, je vous disais tout à l'heure, un hôtel et des restaurants sur les plages, donc au Monte Carlo Beach. Et là, je dois dire que nous souffrons un peu, comme toutes les activités balnéaires, je crois, de la Côte d'Azur depuis le mois de mai. On a eu des semaines, ces dernières semaines, extrêmement, incroyablement mauvaises au niveau du soleil et du mauvais temps. Donc, on est un peu en retard sur nos activités balnéaires pour le moment. Mais on a beaucoup d'espoir de rattraper ça en juillet-août et d'avoir des arrière-saisons de plus en plus exceptionnelles. Le mois d'octobre était l'année dernière fantastique. Ce qui nous fait repousser d'ailleurs la fermeture de notre hôtel et de nos restaurants de plage au Monte Carlo Beach jusqu'à la fin du mois d'octobre. Vous avez des projets de croissance externe, je pense notamment au projet du futur Méridien, pour lequel la SBM se porte candidate. Oui, nous avons des projets effectivement immobiliers, puisque en plus de la nouvelle direction du développement international que j'ai créée il y a 18 mois, dont on a parlé déjà, il y a dans ma feuille de route, une autre priorité qui est le développement immobilier en principauté de Monaco. Et j'ai créé donc une direction du développement immobilier avec à sa tête un des anciens importants dirigeants d'un grand groupe français, Eiffage. Et nous avons plusieurs projets, dont celui-là. Mais alors pour le Méridien, nous ne sommes pas décisionnaires, c'est l'État qui est propriétaire du terrain, nous ne sommes copropriétaires en partie, mais donc nous avons besoin de l'État, et effectivement nous sommes candidats à la reconstruction d'un complexe ultramoderne d'hôtels et de résidences hôtelières sur la plage privée donc du Méridien, où le bâtiment est vieillissant et il faut incontestablement rénover tout cela. Et nous avons aussi un projet qui nous appartient alors à 100% sur les terrasses du casino de Monte Carlo. Et là, nous sommes propriétaires de plusieurs immeubles. Donc nous sommes en train effectivement de préparer la restructuration de ces terrasses et la création d'un immeuble à la fois de logements, de bureaux exceptionnels, de prestige, juste devant le casino de Monte Carlo. L'ouverture de multiples établissements sur Nice, qui sont quand même positionnés sur du haut de gamme, pas aussi haut de gamme que les vôtres, est-ce que ça influe sur vos prévisions touristiques et d'hébergement ? Non, mais moi je crois beaucoup aux vertus de la concurrence. Vous voyez, par exemple, il y a énormément de restaurants en principauté, et il y a quelques années, on se disait, oh là là, mais à force de multiplier l'offre de restauration, tout le monde ne pourra pas travailler. C'est exactement l'inverse qui se produit, et chaque marque attire une clientèle qui après découvre la concurrence présente sur le même territoire. Donc je pense au contraire
que tant mieux si nos voisins comme Nice ou Cannes développent, et des beaux complexes aussi sont développés à Cannes. C'est très bien pour l'ensemble des établissements de la région, et je veux dire, nos clients peuvent très bien passer une journée à Cannes ou à Nice et découvrir nos confrères de la Côte d'Azur, et dans l'autre sens, c'est la même chose. Donc on se réjouit que toute la région se développe. Dernière question, Stéphane Valéry, le luxe, rien que le luxe pour la SBM, ou est-ce qu'il est envisageable, au-delà d'une croissance externe ou de développement à l'international, de voir un jour la SBM se porter sur des catégories d'établissements un peu moindres, du 4 étoiles ou du 3 étoiles, pour être clair? Oui, alors c'est déjà un peu le cas. C'est vrai que notre ADN, ça restera quand même l'excellence et le luxe, mais on a un restaurant, par exemple, qui s'appelle le Madawan, qui est un restaurant vraiment où viennent les salariés de manger. Donc pour les déjeuners de la principauté, tous les gens qui bossent, qui travaillent dans les entreprises, les banques autour du Carré d'Or, et donc un restaurant, on peut manger avec 25 ou 30 ou 35 euros. Donc oui, on a déjà ce type de produit. Et puis je tiens beaucoup à développer un endroit qui va s'appeler le New Moods, au-dessous du Café de Paris, qui va ouvrir à l'automne, qui sera un endroit de live music où on pourra venir boire un verre et manger, la finger food, assister à de la musique live, avec aussi des stand-up humoristiques. Et là, je tiens vraiment à ce que l'entrée soit extrêmement abordable. Donc, ça doit rester entre 20 ou 40 euros pour que toute la jeunesse, notamment de Monaco et des communes françaises qui nous entourent, puisse profiter aussi d'une animation SBM. Qu'est-ce qui n'avait pas marché la première fois? Excuse-moi, Christian. Nous y avons beaucoup travaillé. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a des réticences, merci de le rappeler, parce que j'ai eu un débat animé avec les dirigeants de mon groupe à ce sujet. C'est vrai que le Moods perdait environ 1 million d'euros par an. Mais nous pouvons, on va pas gagner beaucoup d'argent avec cet établissement. Ça doit faire partie justement de l'animation de la ville et de la région, et une animation, donc je vous disais, à la portée de tous et de toutes. Mais nous allons le rentabiliser par la privatisation, car en fait, effectivement, si on fait pas payer très cher alors que les frais de fonctionnement sont élevés, il y aura un déficit. Sauf que nous privatiserons le New Moods pour le Grand Prix, pour l'Open de tennis de Monte-Carlo, pour le Monaco Yacht Show, à des marques qui vont en faire un lieu exceptionnel d'animation, de spectacle vivant pour leurs clients privés. Et grâce à cela, donc mon objectif, c'est de ne pas perdre d'argent dans le New Moods. C'était déjà un très très bel endroit. Mais c'est un challenge, c'est pas gagné. Très bien, Stéphane Valéry, merci infiniment pour toutes ces précisions. On a avec vous redécouvert, pour ceux qui le connaissaient un peu moins, ce magnifique groupe qu'est la SBM et les développements à venir. Et ça nous donne très envie d'aller revisiter tous vos beaux établissements. Merci à vous, en tout cas, de m'avoir permis effectivement de présenter nos activités dans Territoire Éco. Merci. Et vous restez avec nous si vous le souhaitez pour le Journal de l'Éco que Karine et Isabelle vont maintenant nous présenter. Le Journal de l'Éco. Mesdames, comme chaque mois, nous allons passer maintenant au crible l'actualité économique de notre belle Côte d'Azur. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines dans la vie des entreprises ? Karine. Et on commence par de bonnes nouvelles qui font du bien à l'écosystème régional. En l'occurrence, Tourner, le leader grassois de l'emballage barrière industrielle, qui avait lancé un plan d'actionnariat salarié pour ses 250 collaborateurs français. Et ils ont répondu oui à 76%. Pour rappel, le groupe n'est plus géré par la famille Tourner, mais par un fonds d'investissement, le Motion Equity Partner. Pas de quoi visiblement inquiéter les salariés qui ont suivi la proposition de leur nouveau boss, Vincent Monziol. Augmentation de capital bouclé pour la Sofipolitaine Nicox. Elle officie sur le volet de l'innovation ophtalmologique depuis plus de 20 ans, notamment sur les traitements du glaucome et de l'hypertension oculaire. Elle a récolté 3,8 millions pour poursuivre son développement bien à l'aise dans sa trésorerie, notamment via l'investissement massif d'Ocumentation Therapeutics, son partenaire chinois historique. Cap 3000 était sur le SIEC 2024. Alors le SIEC, c'est le Salon international des espaces commerciaux qui s'est tenu à Porte de Versailles à Paris les 11 et 12 juin dernier. Le centre commercial laurentin est revenu avec le trophée, celui de l'initiative RSE locale, et se voit récompensé pour ses propres trophées, impulsés en 2022, qui sensibilisent les grandes enseignes et les indépendants aux bonnes pratiques environnementales et sociétales.
Et puis ça bouge du côté de l'industrie et des vallées du Paillon. La famille Sfessi est en train de construire sa toute nouvelle usine. C'est Pierre Donadei, le maire de l'Escarègne, qui a poussé pour l'accueillir sur sa commune. L'unité au total fait 2500 m². Ils seront transférés le showroom et le magasin d'usine de la marque Horstil. 900 m² d'atelier. Reste encore 900 m² pour accueillir de potentielles croissances externes. Ce que le groupe attend. Le tout sera inauguré en novembre, avec au départ 25 salariés sur le site, une cinquantaine à 5 ans, investissement total aux alentours de 3 millions d'euros. Nous sommes à la fin du printemps, et qui dit fin du printemps dit aussi la saison des assemblées générales et un peu des valses de changement de direction dans certaines entreprises. Alors, on commence avec Amadeus France. Le plus gros employeur de Sophia Antipolis a annoncé l'arrivée d'un nouveau président qui succédera à Denis Lacroix, qui part en retraite cet été. Donc, le géant espagnol des solutions et infrastructures logistiques autour du voyage a choisi Sylvain Roy, qui est l'actuel vice-président technologie du groupe. Il prendra ses fonctions le 1er août. Et c'est nouveau directeur général aussi pour Arco Pharma, le laboratoire pharmaceutique spécialisé dans les compléments alimentaires axés phytothérapie, a choisi Christophe Mossé. Il a officié pour Novartis, L'Oréal ou encore Galderma. Il a été recruté par Dermapharm, le groupe allemand désormais propriétaire du laboratoire Carossois. Laurent Londex a quitté la présidence de l'incubateur Provence-Côte d'Azur, qu'on connaissait mieux sous le nom d'incubateur PACA Est. Une décision annoncée lors de l'Assemblée générale du 24 mai. Et c'est Maureen Claire, l'actuelle directrice du centre INRIA d'Université Côte d'Azur, qui prend sa suite pour faire matcher recherche publique, innovation et création d'entreprises. Autre passage de relais du côté du cluster IA. Alors c'est l'association, pas le label, on ne se trompe pas. C'est Claude Serra, le fondateur de Firecell, qui succède à Alan Ferbach, le fondateur de Videtix, qu'on connaît bien ici. On reste dans le lourd, côté gouvernance, pour ce collectif dévolu à promouvoir notre système, notre écosystème numérique un peu partout sur la planète. Et puis Marcel Ragny. Oui, transmet le flambeau. Voilà, passage de relais aussi chez Ragny, le spécialiste des solutions d'éclairage public. Basé à la Gaude, Marcel Ragny a transmis l'entreprise familiale presque centenaire à ses deux fils, Jean-Christophe et Stéphane, qui vont s'appliquer plus encore à développer et pérenniser le groupe. On retourne chez les startups, mais cette fois sur la métropole Nice-Côte d'Azur. Nice Startup a aussi changé de pilote. Nathalie Orvoen, notre Miss French Tech B des Anges, a cédé sa couronne à Jean-Charles Chemin, le fondateur de Legapass. Ça a pas mal bougé aussi côté bureau, avec 2 vice-présidences actées, celle de Alexandra Breillet, la fondatrice de Talentcoin, et celle de Georges Fritsch à la tête de Webels. Objectif, atteindre les 200 adhérents à très court terme. Et ensuite, il y a la Fédération du bâtiment et des travaux publics des Alpes-Maritimes où Patrick Moulard a remis son titre en jeu en début du mois. Il reste président pour 3 saisons supplémentaires dans une période charnière qui s'annonce particulièrement compliquée pour la filière coincée en pleine panade immobilière. Ça a beaucoup bougé ces dernières semaines et ça va encore bouger dans les semaines à venir. Et puis on a fêté quelques anniversaires en ce début d'été. Et notamment celui de Tama. Et il est lourd, 60 ans au compteur. Ça s'est passé au Bellerive à Juan-les-Pins le 6 juin dernier. 3 générations de Renaudis ont été célébrées par un panel impressionnant de convives venus saluer cette très belle réussite familiale. Je ne résiste pas à vous montrer une petite photo de 2 générations de Renaudis. Je ne sais pas si on la voit bien à l'image, mais il fallait montrer cette photo. Un autre anniversaire de Tama plus antérieur. Absolument. Et Safelec a fêté, elle, ses 40 ans ce 25 juin, l'occasion pour Hervé Mangot, le fondateur de la spécialiste de la téléphonie B2B, d'officialiser 2 grandes nouvelles. La première, c'est deux opérations de croissance externe, les 13e et 14e pour Safelec, qui fait l'acquisition de DBH Services et Dentella. Ce sont 2 entreprises qui sont basées dans l'Est de la France et qui sont aussi dans le secteur des télécoms et de l'IT. Et Hervé Mangot a annoncé son départ pour amener Safelec au demi-siècle. Le fondateur a tout misé sur ses salariés qui reprennent l'entreprise de Sophia Antipolis. Encore un anniversaire, Isabelle. Bon anniversaire aussi à FREG, toujours à Sophia Antipolis, 10 ans déjà pour cette start-up spécialisée dans l'optimisation des réseaux de collecte des eaux usées pour éviter les débordements intempestifs grâce à un système de vannes breveté. De plus en plus de collectivités lui font confiance pour piloter à distance les débits les plus tempétueux.
Un dernier anniversaire. Eh oui, mais là, c'est pas 10 ans, c'est 170 ans. C'est celui de Payan Bertrand, la société grassoise qui fabrique des matières premières aromatiques naturelles et des compositions pour les industriels de la parfumerie ou de l'agroalimentaire. Elle fête donc ses 170 ans et en cadeau, elle a reçu la certification ISO 22000 relative au management de la sécurité des denrées alimentaires. Et après des années de recherche, elle a aussi trouvé un terrain où elle pourra construire une unité de production dédiée aux parfums. Donc il n'y a pas que la SBM qui cherche des terrains, les parfumeurs aussi. Elle a mis 20 ans pour trouver le terrain. Je dis ça. Alors malheureusement, tout ça ce sont plutôt des bonnes nouvelles. Mais il n'y a pas que des bonnes nouvelles dans notre écosystème et notamment il y a un chiffre qui vous inquiète, qui nous inquiète, celui des défaillances d'entreprises. Et oui, nous allons probablement dépasser les 60 000 cessations d'activités contraintes fin 2024. C'est François Desprats, le président du Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires, qui l'a affirmé lors du congrès annuel de la profession qui s'est tenu en début du mois à la Colle-sur-Loup. 40 000 défaillances en 2022, 56 000 l'année dernière, donc en 2023. L'escalade continue dans un cycle finalement assez normal d'après-crise pour des difficultés qui, selon le président, pourraient déborder en 2025 pour certaines filières. Alors il y a un autre secteur qui se rebiffe, c'est celui de l'hôtellerie dont on vient de parler à Monaco, mais les Monégasques ont plus de chances que les Français, parce que les réglementations y sont souvent plus claires et plus faciles à décrypter. Ici chez nous, l'hôtellerie se révolte contre les locations privées de type Airbnb. Et cette fois, c'est la guerre déclarée pour le niçois Eric Abissira. C'est le bras droit de Thierry Marx à l'UMI national. L'UMI, c'est l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie. Eric Abissira a officiellement assigné le géant Airbnb en justice pour concurrence déloyale, notamment via la publication d'annonces illicites ou erronées. Au total, 26 établissements en France ont suivi Eric Abissira, dont plusieurs sur la Côte d'Azur. Les 26 hôteliers de la fronde originelle réclament 9 millions d'euros à la plateforme en dédommagement des préjudices subis. On va suivre tout ça avec attention. Et puis un petit coup de cœur pour terminer sur une note positive, mesdames. Allez, Karine, on commence par vous. Oui, bravo à l'équipe Lecoq. C'est la marque luxe du groupe Albax qui a remporté The Award. Alors, The, c'est bien Z-E. The Award de la carrosserie indépendante, synonyme de success story. C'était le 29 mai à Paris. L'occasion pour le niçois Max Aluni, qui est le fondateur d'Albax, donc de rappeler le chemin parcouru depuis 2006, quand l'Azuréenne a racheté Lecoq à la barre du tribunal de commerce de Paris et lui a rendu en quelques années tout son prestige d'antan. Et puis votre coup de chapeau, Isabelle, va à une personnalité bien connue et estimée, Annie Courtade. Coup de chapeau à notre idole, Karine et moi. Coup de chapeau à Annie Courtade, qui a dignement représenté l'engagement de l'écosystème azuréen en portant la flamme olympique ce 18 juin à Cannes. Je crois que vous l'avez accueillie aussi à Monaco. Annie Courtade, c'est une carrière chez Leclerc. C'est aussi beaucoup de réussite et beaucoup d'engagement et d'action en faveur de la culture, du sport et de la jeunesse en général. Du coup, c'était un super beau symbole que de l'avoir porté le feu sacré aux marches du Palais des Festivals de Cannes, sa ville de cœur. Absolument. Et puis enfin, pour terminer, une remise de trophée, Isabelle. Ce 3 juillet, juillet, quoi ce 3 juillet, sur la place du festival à Cannes, justement, tout l'écosystème s'est réuni pour les estivales éco portés par la CCI avec un très beau palmarès 2024. Le prix de la transmission reprise réussie est revenu à l'entreprise Néo, le prix mobilité RSE à Expression Parfumée, celui du champion de la croissance au chocolatier Lac, le prix Café de la Com à Université Côte d'Azur et enfin le prix de la société ambassadrice du territoire gagné par Fragonard l'an passé a été attribué à Virbac. Merci infiniment, mesdames. Merci Stéphane Valéry d'être resté avec nous. J'imagine que vous avez peut-être appris certaines choses sur l'écosystème azuréen qui se porte plutôt pas mal. Beaucoup d'infos sur la réalité économique et ce qui bouge sur la Côte d'Azur. Très intéressant. Voilà. Et puis maintenant, nous allons passer à notre rubrique en coulisses. Alors Karine, il paraît que c'est l'été, même si le temps ne nous le montre pas tous les jours ces dernières semaines. Et vous nous proposez une ambiance bucolique pour cette séquence en coulisses. Où nous emmenez-vous ? Vous nous connaissez Christian, on pense à vous, on pense à votre summer body. Et nous sommes donc partis à Gatière, dans les champs de Marius Soda, où poussent de délicieuses herbes aromatiques et des fleurs comestibles. Je crains qu'il faille beaucoup plus que des fleurs pour mon summer body, mais partons voir ce beau reportage. L'entreprise Marius Soda s'appelle Marius Soda, qui était en fait mon grand-père. La 4e génération est en train de prendre les rênes. C'est
C'est une entreprise qui a suivi en fait, la demande. On est parti du gros maraîchage avec notamment la blette de Nice. Et au fil du temps, l'entreprise s'est développée et elle est reconnue pour son savoir-faire. Ce poirier a été planté en 1937 par mon arrière-grand-père, Marius Oda, et c'était l'année de naissance de mon grand-père. Donc il y a une vraie symbolique en fait autour de ça, c'est parce que ce sont des arbres voilà, qui sont vraiment signes de l'historique de l'entreprise. Notre produit phare d'abord, c'est le basilic. C'est notre herbe aromatique du départ. Donc on va dire que ça, c'est le sou de Picsou, c'est le premier et on ne l'oublie pas. Donc notre succès est venu du parfum. Il est un peu plus poivré, un peu moins mentholé et moins amer. Donc le secret d'un bon pistou, c'est le basilic de chez Oda. On doit produire à peu près 80 tonnes de basilic par an. Ce que je peux vous dire, c'est que quand on a commencé dans les années 75 avec le basilic, on a eu une chance folle en plus, c'est qu'il y avait une pub de Panzani qui montrait de la sauce tomate et on mettait un petit bouquet de basilic comme ça dessus. Et ça nous a énormément aidé à démarrer. La particularité, c'est qu'on a toujours été à l'écoute de nos clients. On a toujours su s'adapter à leurs demandes, que ce soit pour nos clients restaurateurs ou les particuliers. Donc la fleur comestible en fait partie, puisque dans les années 2003-2004, pour répondre justement à la demande de ces restaurateurs, on a commencé à cultiver ces fleurs comestibles, alors qu'on n'en faisait pas du tout jusqu'à maintenant. Et puis depuis, ça continue, ça fait 20 ans, et c'est devenu un succès, puisque aujourd'hui, on est passé dans les années 2004 à 4 variétés cultivées, et aujourd'hui, on en a quasiment une trentaine tout au long de l'année. C'est de savoir s'arrêter avant que ce soit trop tard. Quand on doit arrêter un produit, on le fait sans angoisse, parce qu'on sait que ça fait partie de la vie de l'entreprise de s'adapter au marché. Par rapport à nos clients, on essaye de vraiment être au plus près d'eux, c'est-à-dire que quand ils ont vraiment des demandes à nous faire, ils nous font part de leurs besoins. Donc ça peut être sur un produit spécifique, sur par exemple s'ils recherchent un goût ou une forme, et nous après on va essayer de trouver justement soit la variété, si on parle des fleurs, ça va être la variété qui correspond à leurs besoins, en la cultivant, en faisant les tests, et on fait les tests ensemble, et ça nous permet de développer des nouvelles variétés comme ça aussi. Eh bien, vous m'avez convaincu, Karine, je me mets à la fleur comestible demain, ce qui me permettra de boutonner ma veste. C'est déjà un grand merci à Quentin Lazeras qui a réalisé ce reportage et ces belles images, et à Agnès Farrugia qui l'a accompagné pour le reportage que vous retrouverez dans les colonnes de Nice Matin, dans le supplément économie de ce lundi. Et c'est déjà l'heure de la dernière séquence de notre numéro 15 de Territoire. Place au pitch du mois. Ce mois-ci, nous avons décidé de faciliter votre quotidien en faisant pitcher Sandra Rastol, la fondatrice de Bulle de Peps, une application de gestion d'intendance familiale à destination des entrepreneurs. Bonjour Sandra, merci de vous prêter au jeu. Vous allez avoir 90 secondes pour nous expliquer en quoi consiste Bulle de Peps. Un petit chronomètre s'affiche derrière Karine, une caméra est en face de vous, vous ne regardez que cette caméra et vous allez convaincre nos téléspectateurs du bien fondé de votre application. Attention, top départ. Eh bien bonjour, merci de m'avoir invité. Donc Bulle de Peps, effectivement, c'est une application qui permet aux solopreneurs de faciliter leur quotidien et donc l'intendance familiale et plus particulièrement donc les entrepreneurs qui vont avoir des besoins pour accompagner les enfants à l'école, pour sortir leurs chiens, pour aller faire les courses, tout ce qui en fait gravite autour de la vie, tout simplement, qui est obligatoire et qui
qui ne sont pas des heures qui vont avoir une valeur ajoutée. Donc le but du jeu de l'application, justement, c'est de faciliter tout ce quotidien, parce que quand on devient entrepreneur, eh bien, on a beaucoup d'obligations et on a beaucoup de temps. C'est extrêmement chronophage. Et en même temps, nous avons notre vie de famille et nous aimerions nous dégager du temps de qualité avec nos proches. Donc, Bulle de Peps, ça vous permet de gérer tout ça et de vous concentrer finalement sur l'essentiel. Il ne faut pas oublier qu'on a une vie. Alors, pourquoi être obligé de toujours choisir en fait entre ses rêves d'entrepreneuriat et sa vie de famille? Là, c'est l'occasion en fait d'aller au bout du rêve et de pouvoir arriver à gérer tout en même temps et que tout se passe bien. Voilà. Eh bien, merci infiniment, Sandra. C'était complet et vous battez le record en arrivant avant la fin du chronomètre. Donc, c'est très bien. Comme tous les autres participants de notre pitch du mois, vous allez être un des candidats au trophée du pitch de l'année. Et on espère vous retrouver en fin d'année lors de nos trophées de l'économie. C'est avec vous que s'achève cette émission que vous pourrez voir et revoir sur nos sites internet, sur nos pages Facebook, sur notre chaîne YouTube du groupe Nice Matin, mais aussi bien sûr sur le site de Tribuca, tribuca.net de la Tribune Côte d'Azur. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Franck Fernandez et à Philippe Bertini pour la réalisation de cette émission, à Chloé Boirgard pour sa conception. Merci à vous, chère Karine, chère Isabelle. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et nous nous retrouvons après des vacances bien méritées, n'est-ce pas? Oui, et pour un plaisir partagé. En septembre, pour de nouvelles actualités économiques qui, ne nous doutons pas, seront toujours aussi riches. Excellente journée à tous.